Donc, très contente d'être là parmi vous. Euh, en passant, si jamais vous avez besoin ou envie de référer à cette conférence-là par le futur, n'hésitez pas à utiliser la référence suivante. Je vais vous partager mon PowerPoint, vous y aurez accès. Ça va permettre de visibiliser le travail précieux de mes trois collaboratrices, Sabrina Gendron-Fontaine, qui a été d'un soutien inestimable pour mettre notre travail sur ce PowerPoint. Merci à Sabrina et aussi Karine Bertrand, Amélie Boisvert, qui est une praticienne dans le domaine de la douance. Et sans plus tarder, je vais vous présenter le labo inclusif. Le labo inclusif, c'est le labo que j'ai mis en place en 2018. À l'époque, j'ouvrais un pan de ma programmation de recherche sur la diversité sexuelle et de genre, puis j'ai vite vu l'importance d'avoir des gens avec vécu expérientiel pour m'apprendre les codes socioculturels pour vraiment me permettre de développer des mesures pertinentes et rigoureuses. Donc, un biais volontaire à l'embauche au labo inclusif. Il y a des gens qui parfois n'ont pas de vécu en recherche, n'ont pas de parcours en recherche. Donc, le but, c'est de les former tout simplement dans un environnement le plus inclusif possible à la recherche, avec tous les défis et les perles de richesse que ça comporte. Et donc, c'est des projets par, avec et pour des populations minorisées, plus précisément la diversité sexuelle, la pluralité des genres et depuis environ 3 ans, les populations neurodivergentes, dont les populations douées qu'on va parler aujourd'hui, avec un intérêt transversal sur les dépendances. Et des exemples d'autres projets en cours, on s'intéresse beaucoup au stress minoritaire. Je vous en parle parce que le stress minoritaire, on peut l'aborder en termes de diversité sexuelle et de genre, mais on peut énormément l'aborder dans le volet de la neurodivergence. Je vous en parle plus tard. Il y a un autre projet en cours, par exemple, sur les habitudes de consommation des personnes qui sont à la fois neurodivergentes et LGBTQ+. Donc, en ce moment, on fait des analyses sur les personnes autistes LGBTQ+, par exemple. Et finalement, il y a un stage de recherche en ce moment sur comment développer une approche neuroaffirmative quand on donne des soins, quand on intervient en dépendance auprès de personnes neurodivergentes, parce qu'il y a des particularités, puis je vais essayer de vous en parler le plus possible vers la fin de la présentation. Donc, je vais vous parler du contexte puis du but de la recherche. Je vais vous dresser un peu nos questions, notre métaux, les principaux résultats. Vous allez voir, c'est quand même assez mitigé ce qui ressort, mais on peut quand même dresser certaines perspectives cliniques. On peut quand même émettre certaines recommandations. Et voilà, on poursuit. Donc, tout d'abord, c'est quand même important de vous assurer de bien comprendre c'est quoi la douance intellectuelle. Les personnes douées intellectuellement, ça varie selon les études, mais ça pourrait aller jusqu'à 5% de la population générale, selon le seuil clinique, le seuil qu'on met par rapport au score de QI, souvent, notamment, que je vais vous parler bientôt. Et les personnes douées vont se démarquer par des particularités neurophysiologiques, cognitives et socio-émotionnelles. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on est ou qu'on ne naît pas avec un cerveau doué. C'est que le cerveau des personnes douées sont branchés sur le 420, si je peux me permettre. Donc, il y a comme une physiologie particulière du cerveau des personnes douées. Par contre, ça ne veut pas dire que les personnes vont être doués dans les faits pour différentes raisons que vous allez comprendre de plus en plus au fil de la discussion. Dans les particularités cognitives, ben, souvent les personnes douées typiques, là, surtout les profils homogènes, c'est des gens qui ont des capacités attentionnelles remarquables, des capacités analytiques supérieures, qui ont une grande capacité de mémorisation, de généralisation aussi des connaissances et qui sont très créatives et engagées, surtout quand c'est des sujets qui les interpellent puis qui les passionnent. Il y a des particularités au niveau socio-émotionnel. Si vous avez des gens doués dans votre vie, probablement que vous les trouvez très divertissantes. Donc, c'est très bienveillant, là. Mais ça peut être des gens qui ont un perfectionnisme sain, qui ont un sens de l'humour particulier, mais assurément développé, qui ont une forte éthique morale,
et qui ont souvent des préoccupations profondes sur le sens de la vie. C'est de façon type, là, mais il y a des exceptions. C'est une population quand même très hétérogène. Et ce que je veux que vous reteniez, c'est que le concept de la douance a vraiment évolué au cours des dernières décennies. Puis encore aujourd'hui, malgré toute cette évolution-là, il n'y a pas de consensus sur la définition de la douance intellectuelle. Donc, je vous invite à faire preuve d'humilité et de curiosité parce que c'est encore quelque chose qui se construit actuellement, notamment au Québec. Et par le fait même, ben, on ne s'entend pas nécessairement sur la façon d'évaluer la douance, sur la façon d'identifier les personnes qui sont douées. Euh, il y a eu un élargissement progressif de la façon de faire. Donc, d'abord, on a vraiment travaillé de façon rapprochée avec le fameux facteur G, c'est-à-dire la mesure de l'intelligence générale, typiquement le fameux QI. Mais on a réalisé qu'il fallait aussi tenir compte des différents types d'intelligence, des intelligences plus spécifiques également. Mais c'est quand même une belle base de vous montrer la fameuse distribution de l'intelligence au sein de la population générale. Euh, donc, tu sais, les personnes, généralement, l'intelligence moyenne, là, on se réfère à peu près à un QI qui va varier de 85 à, je vous dirais, là, si je vois bien, ouais, 115. Donc, des scores de QI. Mais n'oubliez pas, l'intelligence, c'est pas juste un score de QI. On va en parler bientôt. Mais mettons qu'on se concentre sur le score de QI. L'intelligence moyenne, comment elle est dispersée au sein de la population, bien, la plupart des gens vont avoir un QI entre 85 et 115. L'intelligence supérieure, on parle d'un QI qui va aller, selon les experts, mais selon une certaine majorité d'experts qui va varier entre 115 et 130. Et le fameux seuil pour identifier la douance chez un bon nombre de personnes, notamment, surtout en contexte québécois, je dirais, c'est 130 et plus. Donc, vous voyez, on diminue vraiment la proportion des personnes qui sont concernées au sein de la population. Puis, on pourrait même parler d'un seuil pour le très haut potentiel intellectuel à compter de 145. Donc, ça démontre la façon typique initiale de vraiment concevoir la douance qui était très centrée sur cette distribution-là des scores de QI. Mais aujourd'hui, la douance est davantage reconnue comme un processus qui est développemental, qui est influencé par des facteurs biologiques. Je vous ai parlé tantôt du cerveau particulier des personnes douées, mais aussi par des facteurs environnementaux. Donc, ce qu'on observe au niveau développemental, par exemple, ah non, ça, je vais vous en parler un peu plus tard. Mais d'abord, je veux porter votre attention que pour parler de douance, selon un bon nombre d'auteurs, il faut effectivement avoir le haut potentiel intellectuel dont je viens tout juste de vous parler. Donc, il faut avoir des aptitudes intellectuelles qui sont significativement plus élevées que la norme. Mais aussi, plus récemment, on parle de toute l'importance que le volet de la créativité prend chez les personnes douées. Donc, quelqu'un pourrait avoir un haut potentiel intellectuel, mais pas nécessairement faire preuve d'une énorme créativité ou pas nécessairement faire preuve d'un engagement hors norme. Mais on a remarqué que chez les personnes douées, il y a souvent une très grande créativité, une facilité à trouver des solutions à des problèmes, mais aussi on observe un engagement pouvant être hors norme. Des gens peuvent se donner corps et âme dans des projets qui se rapprochent de leurs idéaux, dans des projets où leurs valeurs profondes sont en phase. C'est des gens qui peuvent s'engager le corps et âme. Donc, ça peut être des caractéristiques types. Encore une fois, on parle de type. C'est ce qui fait qu'une personne va se retrouver en situation de douance. Donc, vous voyez, il n'y a pas de consensus, mais récemment, c'est beaucoup ça qui ressort chez les experts, puis je trouvais ça vraiment intéressant de vous en parler. Et il y a des facteurs environnementaux qui font que la personne va pouvoir faire émerger ou pas sa douance, faire émerger ou pas ses talents. Je pense notamment à un enfant qui va grandir dans un environnement familial où la curiosité intellectuelle n'est pas valorisée pour différentes raisons, ou encore dans un environnement qui est peu stimulant. Ou encore une personne vit en situation d'itinérance, a une consommation très problématique de drogue. Donc, évidemment,
ça se peut très bien que la douance, ça ne soit pas quelque chose qui soit visible puis que la personne puisse ressentir puis mettre à profit. Et il y a des phénomènes d'asynchronie qu'on observe souvent. Je vous en glisse un mot rapidement. Les personnes douées, parfois, peuvent avoir des divergences, peuvent vivre un décalage en différentes sphères développementales. Par exemple, elles peuvent avoir des aptitudes cognitives disproportionnées par rapport à leur aptitude affective, qui serait plus dans la moyenne, ou encore une synchronie entre leurs besoins de stimulation puis des ressources dans leur milieu. Je pense typiquement aux élèves doués qui sont dans des classes régulières avec un enseignant qui n'est peut-être pas sensibilisé à la douance. Ce qui est important aussi de noter, parce qu'il y a quand même de plus en plus de littérature, il y a de la littérature émergente là-dessus, c'est l'hyperréactivité du système nerveux central puis les impacts potentiels. Chez les personnes douées, on observe que c'est des gens qui peuvent avoir une plus grande intensité émotionnelle, qui peuvent avoir des hypersensibilités au niveau sensoriel, c'est-à-dire que leur cerveau capte de façon quasi constante une diversité de stimuli que la moyenne des gens ne vont pas nécessairement être à l'affût. Ça peut être des sons, ça peut être au niveau de la lumière. Donc, ça peut être une hypersensibilité. Les hypersensibilités peuvent être à d'autres niveaux, là, mais l'hypersensibilité sensorielle est très liée avec l'hyperactivité du système nerveux central. Il y a aussi les hyperexcitabilités. C'est la recherche intense de stimulation, plus ou moins consciemment, d'une certaine proportion de personnes douées. Quand ces personnes-là font des choses qu'elles aiment, des fois, elles peuvent faire de l'insomnie, travailler en hyperfocus sur des choses, puis finalement, il peut y avoir des diagnostics biaisés ou pas, par exemple, de troubles de l'humeur, de troubles bipolaires. Donc, des fois, il y a l'analyse, l'évaluation différentielle diagnostique peut être quand même complexifiée. Et cette hyperactivité-là est associée dans un certain bassin de littérature à des enjeux au niveau de la santé mentale, mais aussi physique. Par exemple, on observe des troubles du sommeil, on observe des maladies auto-immunes plus fréquentes chez les personnes douées qui semblent avoir une hyperréactivité du système nerveux central. Et il y a la double exceptionnalité. Donc, je veux vous sensibiliser sur le fait qu'il y a des profils hétérogènes de douance. Donc, quand la douance s'accompagne d'une condition, ça peut être des difficultés d'apprentissage. Donc, oui, on peut être doué et avoir des problèmes d'apprentissage. On peut être doué et autiste. On peut être doué et avoir un profil attentionnel diversifié. Moi, je préfère dire ça, mais si on veut faire une recherche dans la littérature, c'est le terme TDAH qu'il faut utiliser. Et on peut être doué avec des problèmes de santé mentale. La douance ne t'exclut pas d'enjeux de santé mentale. Et la meilleure façon de faire comprendre les choses aux gens, j'aime beaucoup cette petite image-là. Imaginez que les gens étaient des pastilles. Donc, une personne douée homogène, qui est uniquement douée, serait une pastille jaune. Donc, tu le regardes, tu fais, mon Dieu, c'est évident, cette personne-là est douée. Mais si la personne, en plus d'être douée, elle est TDAH, donc le TDAH à lui seul est rouge. Donc, une personne TDAH pas douée, ben, c'est évident, c'est rouge. Mais la personne qui est douée et TDAH, ben, c'est orange. Donc, typiquement, les personnes ne sont pas reconnues comme étant douées, puis ne sont pas nécessairement reconnues comme étant TDAH. Ils sont reconnus comme étant très divertissantes ou particulières. Donc, ça peut avoir un effet de masquage. Donc, dans un cas de figure, la douance pourrait éclipser les manifestations de l'autre condition. Donc, la personne se fait dire, ben voyons, tu ne peux pas être TDAH, là, regarde comment tu performes dans telle situation. Ou encore, le TDAH pourrait camoufler la douance. Donc, la personne, elle n'a pas l'air vraiment douée, elle n'est pas nécessairement bonne dans certaines choses parce que les enjeux liés au TDAH ne sont pas gérés parce que justement, on a de la misère à reconnaître puis à identifier le TDAH. Ça pourrait être l'autisme aussi. Et finalement, la douance et l'autre condition vont se neutraliser. Et donc, il y a des gens qui se retrouvent dans des genres de trous de service parce qu'ils n'arrivent pas à identifier c'est quoi qui cloche ou c'est quoi qui ne va pas dans leur situation en lien avec des effets potentiels de masquage dans les profils hétérogènes.
Et évidemment, ça peut générer des situations de handicap en raison des attentes neuronormatives de la société, parce qu'on est quand même dans une société qui est très normée à différents égards au niveau de l'expression de genre, au niveau de l'expression de l'orientation sexuelle, mais tu sais, je parle en milieu universitaire comme dans plein d'autres milieux de travail ou d'études, bien, on a quand même un profil, un type d'apprentissage type. On s'attend que les gens comprennent quelque chose dans tel délai, selon telle séquence. Il y a des choses qui sont attendues d'une façon plus ou moins explicite. Et évidemment, les gens doués, comme les autres personnes neurodivergentes, ressortent du norme en termes de rythme, en termes de façon de faire, et ça peut vraiment créer des situations de handicap. Il y a des personnes douées, par exemple, qui disaient, ben moi, à l'école, on répétait tellement souvent les mêmes choses que je pensais qu'au final, c'était moi qui ne comprenais pas. Donc, la personne, au lieu de réaliser que c'est elle qui comprenait plus vite, elle finissait par se mettre en doute parce qu'il y avait tellement d'exercices pour consolider puis revoir la théorie de plein d'angles différents qu'à un moment donné, la personne disait, ben, ça doit être moi qui manque quelque chose. Donc, ça peut créer des situations de handicap de différentes façons. Et la double exceptionnalité, elle peut être innée ou acquise. Donc, un exemple de double exceptionnalité innée, c'est quelqu'un qui naît doué et autiste. Donc, l'autisme, c'est quelque chose qui est neurodéveloppemental. Mais un exemple de double exceptionnalité acquise, ça pourrait être, par exemple, le fait de vivre une dépression sévère et d'être doué. Donc, vous voyez, il y a une hétérogénéité dans cette hétérogénéité-là. Et bon, quand on parle de douance, de double exceptionnalité 2E, là, 2E, c'est double exceptionnalité et de conso de substance, ben, il faut se dire que comme n'importe qui dans la population, c'est des gens qui peuvent avoir une consommation à risque puis un trouble de l'usage de substances. Mais nous, on s'est dit, il y a quelques années passées, avant mon départ en maternité, on s'est dit, ben, on ne connaît tellement pas les habitudes de consommation des personnes douées. Comment ça peut influencer, comment leurs particularités cognitives, sensorielles, socio-émotionnelles peuvent venir influencer les habitudes de consommation. Puis c'est quoi les bénéfices potentiels d'être doué par rapport à la prévention des troubles de l'usage? Y a-t-il des impacts potentiels du stress minoritaire par rapport au fait d'être doué ou encore avec un profil 2E? Bref, il n'y avait pas de revue de la littérature claire pour répondre à nos questions. Et donc, nous, on s'est dit, ben, on va aller voir c'est quoi la douance intellectuelle, la double exceptionnalité, puis les associations qui peuvent être faites avec la conso. Donc, on s'est dit, ben, ça pourrait être pertinent. On pourrait avoir une meilleure vue d'ensemble. On s'attendait à des constats beaucoup plus clairs, mais bon, on s'est dit, on va mieux comprendre. Mais surtout, on voulait s'attarder aux définitions. Comment les auteurs définissent la douance, comment ils définissent la double exceptionnalité, puis la consommation. On voulait voir comment ils mesurent ces concepts-là, dégager des pistes d'intervention pour mieux répondre aux besoins. Puis qui sait, contribuer peut-être à l'offre de formation continue de plusieurs professionnels. Je parle notamment de l'Ordre des psychologues du Québec qui ont vraiment décrié un manque important par plusieurs professionnels, par plusieurs personnes. C'est pas l'Ordre, désolé. Il y a une étude, c'est dans le cadre d'une thèse qui a été menée auprès d'un grand nombre de psychologues et ce qui ressort, c'est un besoin de formation par rapport aux personnes douées et doublement exceptionnelles. Et on observe aussi dans le domaine des dépendances, sur le plan clinique, que les gens semblent peu outillés, semblent peu connaître c'est quoi la douance puis la double exceptionnalité. Et il semble y avoir des préjugés. Puis c'est pas nécessairement péjoratif, mais tu sais, typiquement, quand que tu dis que tu es doué à quelqu'un, ben, la personne peut avoir le réflexe de trouver que tu te vantes, ou la personne peut se dire, ben voyons donc, tu es doué, là, arrête de te plaindre, là, c'est un privilège, mais c'est pas si simple que ça. Être doué dans certains contextes, ça peut être frustrant. Puis être 2E dans certains contextes, ça peut être handicapant. Et il peut avoir des liens avec les dépendances. Nos questions de recherche. C'est quoi l'état des connaissances entourant les liens entre la douance et la conso de substances psychoactives? Et dans quelle mesure la double exceptionnalité est prise en compte dans ces études? Rapidement, on a voulu inclure des études publiées entre 2007 et 2022. On voulait que ce soit évalué par les pairs. On était ouvert à des études rédigées en anglais et en français. Et on a rapidement vu que des études spécifiques à la douance, c'était inexistant dans le domaine des dépendances. Donc, on s'est dit, bon, on veut au moins
une mesure d'une aptitude cognitive par l'entremise de tests standardisés. Donc, il y avait différents critères d'exclusion également. Pour le point 2, on ne voulait pas que le potentiel intellectuel soit une variable dépendante seulement. Par exemple, on ne voulait pas s'attarder aux études qui s'intéressent à comment le profil attentionnel va varier en fonction de la conso. Non, nous, c'est plus l'inverse. Comment ton profil neurocognitif peut, en quoi il est associé à différents types de consommation. Et on a exclu le jeu pathologique. On voulait aller chercher quelque chose qui soit le plus ciblé possible. Donc, au final, on a retenu 25 articles scientifiques. Roulement de tambour. Donc, au niveau des résultats, parmi nos 25 études, c'était principalement des études de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Il y avait aussi quand même 2 autres pays. Dans les métaux, c'était des devis quantitatifs pour toutes les études. Il y avait quand même 16 études avec des données longitudinales et le reste, on parlait d'études transversales et des fois, il y avait une comparaison entre des groupes dans le cas de 5 études et échantillonnage probabiliste versus non probabiliste, on était pratiquement de l'ordre de 50-50%. Les tailles d'échantillons varient entre 44 personnes et plus d'1 million de personnes. Les méthodes d'échantillonnage sont super variées. On va en parler un peu plus dans le cadre des limites plus tard. L'âge moyen était entre 5 ans au moment de la première mesure et 57,3 ans. Et c'est important de mentionner que le genre était colligé d'une façon binaire. Donc, premièrement, force est de constater en termes de douance intellectuelle, ben, on a vite dû se dire qu'il fallait plutôt qu'on parle de haut potentiel intellectuel, voire même de potentiel intellectuel. C'est parce que, évidemment, toutes les études s'intéressaient à une zone ou l'autre du volet des capacités cognitives. Mais ce n'était pas toutes les études qui avaient un seuil par rapport au haut potentiel intellectuel. Donc, oui, il y avait des études qui disaient, ben nous, les QI de 120 et plus, on considère que c'est les personnes HPI de notre échantillon, on va les comparer avec les personnes non HPI, par exemple. Il y avait beaucoup plus d'études qui s'intéressaient au potentiel intellectuel, un peu comme une variable, comme une variable continue. Donc, ils s'intéressaient à voir comment la consommation pouvait varier en fonction de à quel point une personne est intelligente, sans nécessairement faire un tri entre ce qui était de l'ordre d'un haut potentiel ou pas. Mais bon, il y avait aussi le seuil d'identification HPI qui était quand même variable, comme vous pouvez le voir. On parlait des fois de 120 et plus, supérieur à 115, qui peut quand même être questionnable par rapport à toute la discussion qu'on a eue ensemble au préalable quand je vous montais la courbe par rapport au QI dans la population générale. On y revient dans les limites. Et dans les outils de mesure, il y avait 23 tests différents, puis il y a 6 études qui en ont utilisé 2 ou plus. Puis plus fréquemment, les échelles d'intelligence Wechsler, qui est aussi typiquement plus utilisé en recherche et en pratique en général, notamment en Occident, étaient quand même plus fréquents. Au niveau de la double exceptionnalité, la combinaison HPI et TDAH a été explorée dans une étude. Il y a aussi des études qui se sont attardées à voir les liens entre le QI et les fonctions exécutives ou encore entre le QI et certains problèmes de santé mentale dans ce volet-là. Ouais. Et au niveau de la consommation de SPA, devant le peu d'études spécifiques à notre sujet, on s'est vraiment ouvert autant à la consommation récréative que la consommation plus à risque que dans la consommation de l'ordre d'un trouble selon des critères du DSM, du CIM. Et les substances d'intérêt, c'était toute forme de substances psychoactives. Et les données quantitatives étaient colligées dans le cadre de mesures standardisées, mais aussi dans le cadre d'entretiens semi-structurés ou structurés. Et il y avait des données de registres nationaux. Constats principaux, c'est que c'est des résultats quand même partagés. Donc, le HP, le haut potentiel intellectuel ou le potentiel intellectuel était dans 10 études
démontré comme étant un facteur de protection par rapport aux habitudes de consommation. Et dans 5 études, c'était plutôt démontré comme un facteur de risque. Et dans 6 études, c'était à la fois pour certaines variables démontré comme un facteur de risque, à la fois comme un facteur de protection. Et il y a 4 études qui ont démontré aucun lien significatif entre le potentiel intellectuel puis la consommation. Donc, ce qui suit, ça va nous permettre de dresser quand même des tendances, mais là, il faut être prudent là, parce qu'il y a quand même des résultats qui sont partagés là. Si on se concentre sur la consommation d'alcool, donc en termes de quantité, fréquence, sévérité, il y avait un lien positif ou négatif avec un potentiel intellectuel plus élevé. Plus précisément, quand on regardait, par exemple, au niveau des dépendances et des troubles de l'usage de substances, plus une personne avait un potentiel intellectuel élevé, moins il y avait d'enjeux de dépendance et de diagnostic de troubles de l'usage de substances, surtout chez les femmes dans une étude. Et il y a une autre étude qui démontrait qu'un haut potentiel intellectuel pouvait possiblement retarder l'âge d'une consommation problématique, mais aussi un diagnostic de troubles de l'usage d'alcool, ce qui est quand même intéressant. Et je vous montre un autre résultat intéressant. On a vu des associations non linéaires entre le potentiel intellectuel puis la consommation d'alcool de façon claire dans 2 études et de façon quand même indiquée dans 2 autres études. Je vous donne l'exemple par rapport à une étude qui était vraiment le constat. On voit là, si à gauche, c'est vraiment les scores à l'échelle de QI. Donc, vous voyez, là, on n'est pas dans de l'ordre de la douance, on est vraiment dans le potentiel intellectuel. On varie à peu près d'un score de 94 à 102 de points de QI. On est vraiment dans une étude auprès de la population générale. Mais quand même, c'est intéressant de voir que chez les personnes au QI élevé, l'abstinence ici, tout comme la consommation quotidienne, est moindre. Par contre, entre les 2 pôles, plus le QI est élevé, plus la fréquence de consommation pourrait augmenter. Par contre, les gens au QI élevé sont moins dans les extrêmes d'abstinence et de consommateurs quotidiens. Donc, c'est comme un facteur de protection un peu mitigé, mais c'est super intéressant. Puis dans l'autre étude, c'est un constat qui est vraiment similaire. Puis comme je vous disais, il y avait 2 autres études qui suggéraient qu'un QI plus élevé est associé à moins d'abstinence. Mais ça ne veut pas pour autant dire que ces gens-là consomment d'une façon très risquée ou problématique. Et au niveau du tabac, au niveau de la quantité, de la fréquence de consommation, lien positif ou négatif avec un potentiel intellectuel plus élevé. Il y avait des distinctions en fonction du lieu de provenance et on voyait que quand il y avait un écart type du score de QI de plus élevé, ça réduisait de presque 5 le risque de consommer du tabac et il y avait des études qui établissaient aucun lien significatif. Puis ça correspond avec d'autres études plus larges qui est notamment en lien avec la capacité de tenir compte de la littératie. Donc, plus les gens ont des scores d'intelligence élevés, plus c'est des gens qui font des choix informés par rapport à la santé. Donc, il peut y avoir des liens par rapport à ça si on voulait discuter des résultats. Et lien potentiel entre le potentiel intellectuel et les drogues illégales, on a inclus le cannabis là-dedans. Le QI plus élevé augmenterait la probabilité de consommer une ou plusieurs drogues dans 3 études et les femmes, pour 2 de ces études-là, exploraient davantage, mais avaient moins de consommation problématique. Et il y avait aussi une distinction dans le lien entre le potentiel intellectuel et la fréquence de consommation, encore une fois, en fonction du lieu de provenance pour une étude. Et finalement, il y a des études qui montraient un rôle protecteur par rapport à une consommation précoce ou excessive. On a observé, par exemple, que le début de consommation plus tardif chez les personnes à haut risque de psychose était lié au haut potentiel intellectuel, puis qu'il y avait aussi moins de troubles de l'usage de substances et d'hospitalisation liées au TUS chez les personnes avec un haut potentiel intellectuel. Je sais que je fais travailler votre cerveau, là, mais bon,
C'est 5 études, mais c'est quand même intéressant de vous le souligner. Et comparaison entre personnes HPI et personnes doublement exceptionnelles, quand on s'attarde au rôle potentiel de la double exceptionnalité, pour l'étude qui a exploré HPI et TDAH, il n'y avait pas de différence significative pour la conso excessive de substances psychoactives. Par contre, les personnes doublement exceptionnelles avaient plus de facteurs de risque pour développer un trouble de l'usage de substances. On a observé que par rapport aux personnes douées uniquement, les personnes qui étaient douées avec une autre condition, donc il n'y avait pas nécessairement d'enjeu de conso, mais il y avait des facteurs de risque plus présents qui les mettaient à risque de développer un TUS. On parle d'un faible statut socio-économique, une humeur plus dépressive et plus d'isolement social. Et pour les études qui se sont attardées avec les liens avec les fonctions exécutives, quand on parle de fonctions exécutives, ça peut être par exemple l'attention, la capacité à préparer des tâches, voilà. Les 2 études ont exploré les liens entre les fonctions exécutives et la présence d'un TUS en considérant le potentiel intellectuel, ça sortait non significatif. Au niveau des problèmes de santé mentale, il y a des résultats partagés. On a vu, par exemple, dans une étude que chez les personnes à haut risque de psychose, les personnes qui consomment du cannabis ont un QI plus élevé que les non-consommatrices. Bon, on pourra peut-être discuter de ces résultats-là éventuellement. C'est important de vous parler des limites conceptuelles et méthodologiques de cette revue de la portée-là qu'on a fait. Dans les études recensées, la façon de conceptualiser et de mesurer le potentiel intellectuel est excessivement hétérogène. Donc, on n'est quand même pas, d'une certaine manière, on n'est pas étonné à quel point il y a une certaine disparité dans certains domaines de résultats. Donc, seules 3 études ont établi des seuils d'identification du HPI. Par exemple, les personnes douées, c'est 120 et plus. Et parmi ces 3 études-là, le seuil est différent d'une étude à l'autre. Et aussi, le potentiel intellectuel, il était utilisé pour 22 études, un peu comme une variable continue. Donc, c'est moins spécifique au haut potentiel intellectuel. C'est quand même intéressant. Ça peut nous pister sur à quel point l'intelligence de quelqu'un peut influencer ses habitudes de consommation, mais ce n'est pas nécessairement des résultats qui sont spécifiques aux populations douées. Et surtout, il y avait un manque de consensus dans la définition du haut potentiel intellectuel, mais aussi dans la mesure du haut potentiel, mais aussi du potentiel intellectuel. Il y avait 23 tests cognitifs différents. Aussi, on a observé une grande variabilité dans les mesures de consommation des substances psychoactives. Il y avait 11 outils différents, dont des questionnaires auto-rapportés qui n'étaient pas validés empiriquement, ou si c'était le cas, ce n'était pas mentionné. Des définitions hétérogènes de qu'est-ce que, par exemple, une consommation à risque, ça pouvait différencier d'une étude à l'autre. Et aussi, des fois, il y a des études qui utilisaient le DSM-4, d'autres fois le DSM-5, des fois, c'était plutôt la CIM qui était utilisée. Il y a aussi des biais d'échantillonnage plutôt importants. Premièrement, le genre était colligé d'une façon binaire dans toutes les études et aussi, il y avait une surreprésentation d'hommes dans plusieurs études. Il y avait des études que ça allait de 45,5 à 100 d'hommes. Par exemple, il y avait des études qui étaient menées en contexte de conscription militaire ou encore en contexte psychiatrique. C'était vraiment une étude qui avait été menée dans un institut psychiatrique réservé aux hommes. Et finalement, il n'y avait aucun devis qualitatif. Donc, il n'y a pas eu d'exploration concrète et approfondie du vécu des personnes douées ou doublement exceptionnelles par rapport à leur consommation et d'autres éléments, d'autres variables d'importance. Et de façon très connexe à ça, par rapport à notre vue de la portée, veut pas, on a un peu c'était difficile de ne pas perpétuer certains enjeux d'injustice épistémique que peuvent vivre les personnes neuro-minorisées. Quand je parle d'injustice épistémique, c'est vraiment le fait que
certaines populations, souvent vulnérables, leur point de vue, leur savoir va être éclipsé ou considéré comme moins important ou pas exploré. Puis typiquement, une façon de contrer les injustices épistémiques, c'est d'aller faire des études où il y a des entretiens, où il y a un devis qualitatif, où est-ce qu'il y a un devis mixte, où est-ce qu'on va aller colliger des statistiques, mais qu'on va demander à la personne de s'exprimer aussi, de mettre des mots. Donc, nous, on faisait face à un bassin, puis c'était en même temps un peu lié à nos critères d'inclusion, d'exclusion. Mais voilà, c'est sûr qu'on s'inscrivait dans une perspective où la parole n'était pas donnée aux personnes concernées. Notre métaux a été vraiment influencé aussi par le modèle médical du handicap qui est omniprésent dans les écrits scientifiques, là, parce que si on veut s'intéresser au profil attentionnel diversifié, ben, ce n'est pas ça qu'il faut écrire, c'est TDAH. Si on veut s'intéresser à l'anxiété, souvent, ce qui va nous aider, c'est de parler de troubles d'anxiété. De un, et de deux, il y avait très peu d'études qui s'intéressaient aux variables contextuelles ou environnementales pour venir expliquer cette consommation. C'est comme si on regardait le lien entre l'intelligence et la consommation sans aller voir plein de variables confondantes potentielles. Et voilà, ça fait un peu le tour. La sélection des études aussi, ça a été très influencé par le contexte de maternité, mais il n'y a pas d'accord interjuge formel qui a été mis en place. Puis même chose pour les outils d'évaluation du risque de biais ou de la qualité des études. Au niveau des perspectives cliniques, je suis contente, j'ai quand même du temps pour vous en parler un petit peu. À quel point il me resterait combien de temps de parole, mettons, Annie-Claude? Ben, là, au total, il reste environ 18 minutes. Fait que si on veut garder un petit 10 minutes de questions à peu près, là, OK, ben je suis dans la zone. Je te c'est remercie, bon. Annie-Claude. Je vais vous parler de neurominorisation et de neuroaffirmation. Donc, euh, ce que je veux que vous gardez en tête, c'est qu'il y a un fonctionnement cognitif, sensoriel, émotionnel. Euh, les personnes douées ont un fonctionnement différent. Il n'est pas nécessairement super flagrant, cette différence-là, mais c'est des gens qui ne fonctionnent pas nécessairement selon les mêmes chemins cognitifs, sociaux, émotionnels. Et il peut y avoir des ondes de tension, des décalages avec ce qui est attendu par la société en général. Et surtout, les personnes doublement exceptionnelles sont plus enclines à se retrouver en situation de handicap. On dit souvent que les personnes qui ont un profil homogène, les personnes purement douées, c'est un facteur de protection en général. C'est des gens qui réussissent bien et de façon facile. Les gens avec un profil doublement exceptionnel, surtout si ces personnes-là ne sont pas au courant, et surtout si elles font face à des environnements qui ne tiennent pas compte de leurs particularités puis de leurs forces particulières, c'est des gens qui sont plus enclins à se retrouver en situation de handicap. Et ces gens-là vont adopter consciemment ou non des stratégies de camouflage puis de compensation parce que on est des bébites sociales, là. Les humains, on veut rentrer dans le groupe, on veut faire partie, on veut pas trop sortir du lot, on veut être accepté, on veut être aimé. Et là, on s'adapte, on se suradapte et on finit par être à risque de surcharge, que ce soit de la surcharge cognitive, parce qu'on va s'adapter à des environnements pas adaptés pour nous. Par exemple, une personne doublement exceptionnelle qui va se rendre en milieu de travail plus souvent que ce qu'elle pourrait, puis qui finalement s'expose à plein de stimuli au quotidien, aux néons du bureau, aux conversations informelles, aux interruptions dans son travail. Elle revient chez elle, il est 7 heures, elle est couchée sur son divan, puis elle a juste envie de boire du vin. Donc, il y a une risque de surcharge cognitive, mais il y a aussi un risque de surcharge sensorielle qui est très lié avec l'exemple que je viens de vous donner. Mais il y a aussi un risque de surcharge émotionnelle. C'est que souvent, les gens, ils essaient de rentrer dans le moule, ils essaient de fonctionner comme les gens veulent fonctionner, ils deviennent impatients, frustrés, leur rythme n'est pas respecté, puis à un moment donné, ces gens-là peuvent exploser, puis on est comme, mais voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, ces gens-là peuvent vivre de l'épuisement au travail, peuvent être plus enclins aux dépressions.
Et donc, l'évaluation puis l'accompagnement de ces gens-là en dépendance, ça peut être plus complexe parce que le risque de beaucoup d'intervenants, c'est qu'on se concentre sur la conso puis sur l'individu. On est très ontosystémique. On regarde l'individu, ben, c'est quoi ton estime de soi, ben, à quel point tu as de la volonté pour arrêter de consommer. Quand tu veux, tu peux. Tu sais. J'exagère un peu, mais on oublie d'évaluer avec la personne, ben, comment tu te sens au travail, à quel point tu peux être authentique avec tes amis, à quel point au travail tes forces sont respectées, à quel point ce que tu fais est proche avec tes valeurs profondes. Chez les gens doués, là, de faire des choses qui résonnent avec tes croyances puis tes valeurs profondes, parfois c'est vital, souvent c'est vital. Donc, l'approche neuroaffirmative, c'est vraiment de dire, d'aider la personne au besoin d'aller chercher un diagnostic ou une évaluation. Quand on parle de la douance, c'est une évaluation de la douance. La douance n'est pas une pathologie. Quand on parle de double exceptionnalité, ben là, on parle plus d'une évaluation diagnostique pour aller chercher, par exemple, le volet autisme, le volet TDAH, en plus de la douance. Donc, c'est de l'accompagner au besoin s'il y a une suspicion de neurodivergence, mais c'est aussi d'aller voir avec elle, ben, c'est quoi les contributions de ces différents environnements à ces malaises qui la poussent à consommer. Puis c'est quoi les zones de résilience dans ces différents systèmes-là qu'il faut aller accentuer, qu'il faut aller dégager le plus possible. Donc, on veut dépathologiser, puis surtout sensibiliser les gens que les profils neurocognitifs divers, là, qu'on appelle les personnes neurodivergentes, bien, ça fait partie de la diversité humaine. Puis c'est pas parce que c'est X% de la population que ces gens-là n'ont pas le droit d'être bien au travail, d'être bien dans leur famille, d'être bien dans XXX situations, parce que ce mal-être-là peut être lié à des habitudes de consommation qui peuvent être plus à risque. Donc, constats principaux, il y a une grande hétérogénéité dans nos résultats. Il y a un rôle protecteur possible du haut potentiel intellectuel par rapport à la consommation problématique de SPA, mais aussi au diagnostic d'un trouble d'usage de substance, mais aussi au moment de développement. Dans le fond, ça pourrait retarder le développement de problèmes de consommation. Et on réalise à quel point la double exceptionnalité est très, très peu étudiée. Autre considération, il y a une implication potentielle du genre. Il y avait des différences entre les hommes et les femmes dans certaines études recensées. Il n'y avait aucune info pour les personnes des communautés LGBTQ+. Les hypersensibilités et les hyperexcitabilités, dans certaines études, on a vu des petites traces par rapport à ça. Par exemple, il y aurait des liens entre l'hyperexcitabilité de personnes HPI et leur consommation de tabac. Donc, quand ils sont bien hyper-focus, bien excités par rapport à un projet, ces personnes-là pourraient être plus enclines à fumer davantage. Et au niveau du rétablissement, il y a d'autres études qui démontrent que plus les aptitudes cognitives sont élevées, plus la personne pourrait s'engager plus facilement dans le traitement en dépendance. Et moi, j'ai envie de vous dire, surtout s'il est adapté à leur profil neurocognitif. Donc, dites-vous que les gens qui entrent en dépendance, qui sont doués, ben, si vous arrivez à tisser un lien qui est adapté à leur profil, ben, probablement que c'est quelqu'un qui peut se déplier plus facilement que la moyenne. Et finalement, recommandations pour la recherche et la pratique. Moi, je vous invite à réfléchir à la façon d'évaluer le potentiel intellectuel avec 2L si possible et la consommation aussi d'une manière rigoureuse, surtout en contexte de double exceptionnalité. Quelqu'un qui est dans votre bureau, qui est doué, versus quelqu'un qui est doué et autiste, ben, votre évaluation de la conso, il faut l'adapter. Il va y avoir des zones plus complexes, mais la façon de faire, travailler avec une personne autiste, il y a plein de choses qu'il faut faire pour que la personne se sente bien et surtout pour avoir accès aux vraies infos parce que les gens sont habitués à masquer, à vouloir correspondre à vos attentes, puis ça peut biaiser des fois les résultats et d'explorer les habitudes de conso par des études quali ou mixtes pour mieux comprendre la fonction de la consommation dans leur parcours de vie, la fonction de leur potentiel intellectuel dans leur conso et dans leur établissement, mais aussi les différences potentielles en fonction du genre ou d'autres marqueurs identitaires, par exemple au niveau de la diversité sexuelle et de genre. Et mettre en place des interventions neuroaffirmatives. On veut que ces gens-là s'émancipent. On veut les aider à reconnaître leurs forces et leurs besoins,
En passant, là, il y a plein de personnes doublement exceptionnelles. Quand ils apprennent qu'elles sont douées, il y a plein de gens doublement exceptionnels. Bang, la nouvelle tombe, ils apprennent qu'ils ont un QI de 138 puis qu'ils font Mon Dieu, j'étais certaine que j'avais une intelligence dans la moyenne basse. Souvent, c'est des gens qui pensent qu'ils ont un problème. Et il faut les aider à mieux comprendre le stress minoritaire que possiblement ils vivent dans leur environnement en lien avec leur profil neurocognitif différent, puis comment ça peut venir influencer leur habitude de consommation. Sur ce, je me tais. Je suis en feu, je suis désolée. Je vous remercie pour ces échanges-là. Donc voilà. Merci, merci infiniment, Julie-Christine. C'était fort, fort, fort intéressant. J'ai appris énormément. Donc, peut-être qu'on a un petit 10 minutes de questions. Je vous invite à utiliser le petit icône Q&A dans le bas de votre écran. Si vous avez des questions à poser à Julie-Christine, des commentaires, ce serait, elles seront les bienvenues. Je vais attendre un petit peu, mais sinon, moi, j'en ai des questions, hein. Je suis en train d'essayer de récupérer ma fenêtre initiale. OK, voilà. Sinon, je pense qu'en fonction webinaire, on peut pas. Ah, voilà. On a une question ici de Alicia Bernier. Quelle est la suite pour vos recherches à ce sujet? Ah, j'ai eu des... Ah, mon Dieu. Ben, en préparant cette présentation-là avec Sabrina, puis en vous la présentant ce matin, ça change des choses dans ma tête. Euh, ce qu'on souhaite explorer, là, si effectivement on va de l'avant, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux là, quand on est prof, puis qu'on peut être nous-mêmes en situation de handicap, puis pour différentes raisons, le fait de mener de la recherche, des fois, il y a plein, plein d'enjeux quand on est prof enseignant notamment, puis qu'on s'attend à ce qu'on enseigne 75 du temps. On doit faire des choix sur les recherches qu'on mène. Quand on va aller de l'avant pour aller approfondir, nous, ce qu'on aimerait, c'est vraiment utiliser un devis mixte ou encore carrément qualitatif parce qu'on a quand même des résultats qui sont mitigés. On veut s'asseoir avec des groupes de personnes douées ou doublement exceptionnelles, puis qui présentent différents types, différents profils de consommation, puis de voir ben, comment ces gens-là vivent premièrement leur douance et leur double exceptionnalité. Comment d'aller voir qu'est-ce qui précède des fois leur consommation, les facteurs associés à leur consommation, autant les facteurs de risque que de protection. Puis pour les personnes qui me suivent un peu dans mes travaux, jusqu'à maintenant, je me suis énormément intéressée au stress minoritaire, notamment le modèle de stress minoritaire de Hendricks et Testa auprès des populations LGBTQ+. Donc, on démontre de plus en plus dans les données qu'on a des liens là, très clairs entre des associations, du moins, entre des indicateurs de bien-être comme l'anxiété, la dépression, la consommation et de la discrimination liée au genre, de la discrimination liée à l'orientation sexuelle. Donc, ça pourrait être de transposer avec les personnes neurodivergentes. Donc, les personnes qui vivent de la discrimination en lien avec leur profil neurodivergent, bien, comment ça peut venir influencer leur santé mentale, incluant leurs habitudes de consommation. Et on passerait assurément par un devis qui impliquerait du qualitatif. Même si j'aime beaucoup le quanti, là, je ne peux pas nier la pertinence d'aller chercher du quali. Parfait, merci, Julie-Christine. Donc, Sylvie demande si le PowerPoint va être disponible. Je pense que oui, hein, si je ne me trompe Avec pas, le grand PowerPoint. plaisir. Puis merci infiniment à Sabrina qui a mis notre article scientifique et tout ce qu'il y avait dans ma tête dans un PowerPoint d'une façon si structurée. Parfait. On a une autre question ici de Taylor Monette. On suggère d'aider les usagers qui croient être surdoués, autistes, TDAH à obtenir une évaluation, un diagnostic, mais nos usagers ont souvent des difficultés au niveau de leurs finances. Comment on soutient un usager sans lui dire d'attendre 3 ans pour un rendez-vous en neuropsychiatrie? Oui. En effet, puis même dans le milieu privé, il y a parfois des longues listes d'attente. Puis dernièrement, j'ai su que l'évaluation diagnostique, par exemple, pour l'autisme, on était dans les 1000 quelques dollars et plus, là, donc ça peut être faramineux.
Tu sais, je dirais que ce qui peut vraiment, évidemment, là, puis ça, c'est quelque chose que je peux répondre aussi de façon plus précise, des ressources pour aller faire des évaluations, mais je peux vous donner plein de liens. Notamment, il y a un organisme comme Autisme Soutien. C'est un organisme communautaire, c'est estrien, mais c'est ouvert à tous qui offre des groupes de discussion, des groupes de soutien, où les gens vont justement parler de leur enjeu à aller chercher des diagnostics, de leur ambivalence à aller chercher un diagnostic. Puis il y a des discussions, des fois vraiment sur c'est quoi l'autisme, en quoi je me reconnais peut-être. Donc, il peut y avoir des réflexions d'ici là où la personne peut lire là-dessus. Puis parler avec des gens concernés, ne serait-ce qu'il y a une ventilation là, à un moment donné, parce que c'est très prenant au niveau identitaire quand tu te demandes si tu es autiste ou pas, par exemple, encore plus là, par rapport, par exemple, à d'autres aspects comme TDAH. Euh, donc, ça, je ne les ai pas de mémoire, mais je pourrais fournir une liste d'endroits plus publics versus privés pour se mettre sur une liste d'attente diagnostique, mais surtout, je peux fournir quelques groupes de soutien pour les gens qui sont dans des questionnements ou qui savent qu'ils ont le diagnostic, dans une perspective neuroaffirmative. Peut-être des ressources pourraient être ajoutées au PowerPoint ou Oui, pour que à la les gens fin, je aient vais accès. faire ça. Très bonne idée. Super. Alicia qui précise dans le chat ici, la double exceptionnalité demande également l'évaluation par un professionnel spécialisé dans le domaine et malheureusement, ils ne sont pas très nombreux. Un enjeu de plus. Tout à fait. Puis les façons de faire peuvent varier. Euh, par exemple, il y a des professionnels qui vont considérer un QI de 120 et plus comme étant de la douance, puis il y a d'autres professionnels qui vont trouver ça inacceptable, puis vraiment militer pour le 130. Puis c'est pas évident parce qu'en même temps, un être humain, d'aller y faire un seuil, tu sais, t'es à 129, désolé, t'es pas doué. Tu sais, à un moment donné, je pense que ça prend une lunette qui est moins catégorielle que ça. Mais effectivement, ça prend des gens qui sont spécialisés. Puis malheureusement, avec tous les enjeux que les gens vivent pour aller chercher le diagnostic, on voit beaucoup d'auto-identification. Euh, ça peut faire réagir beaucoup les personnes concernées parce que des fois, ça peut être frustrant. Toi, tu as peiné pendant 2 ans pour avoir ton diagnostic, puis tu as quelqu'un qui n'a pas fait le processus qui dit, ben moi, je suis doué. Tu sais. Fait que faut faire attention beaucoup à ça. Puis en même temps, il y a des gens qui prônent l'auto-identification, mais ce n'est pas ma position personnelle. Hmm. Quelqu'un dit un commentaire, dans le fond, pas de question, mais la personne doit quitter. Un énorme merci pour toute cette présentation merveilleuse. Je suis dans la situation double exceptionnalité. Ça me confirme juste que je suis tout à fait légitime dans ce que je suis. Donc, merci pour ça. Ça fait tellement plaisir. I feel you. Il n'y a pas d'autres questions dans le Q&A pour le moment. J'aurais une question peut-être. Je sais que les travaux portaient sur l'utilisation de substances, mais moi, je suis dans le domaine du jeu, puis les technologies mobiles et tout ça. Puis j'avais envie de te demander, est-ce que tu as vu des études ou des éléments sur la question de l'utilisation des écrans, la question de l'engagement dans les jeux vidéo? Parce que au début de ta présentation, tu disais, ben, tu sais, les gens qui s'engagent beaucoup, etc. Puis Ouais. il y a quelque chose de très engageant dans cet univers-là aussi. Donc, je me disais, est-ce que tu as lu des choses, tu as vu des choses sur ce sujet-là? Pour le jeu pathologique, moins. Pour les écrans, on a vu des trucs passer, mais rapidement, tu sais, j'étais enceinte jusqu'aux oreilles, donc on a vraiment fait des choix pragmatiques, donc on les a. Puis moi, je me connais, il ne faut pas que j'ouvre le tiroir, sinon je vais vouloir tout aller lire là-dessus, mais je pourrais demander à Sabrina de me ressortir quelques exemples si c'est quelque chose qui t'intéresse. Mais pour les écrans, on a vu plus de choses passer, notamment chez les jeunes mais on les a vraiment exclus d'emblée, ceux-là, parce que là, on commençait à ajouter beaucoup trop d'hétérogénéité dans le projet. OK, parfait. Oui, ben oui, je serais intéressée de voir OK, ces études-là. parfait. Donc, des commentaires de remerciements, les gens trouvent ça super intéressant dans le chat. Donc, il nous reste peut-être moins d'une minute s'il y a d'autres questions. Pour le moment, ça va. Moi, j'aurais un petit, je sais pas si c'est une question ou commentaire, mais quand je t'écoutais, moi, je suis une chercheure quali, toi, tu semblais dire que c'était plus Plus quanti. quanti. Puis, quand j'écoutais, je me disais, j'aimerais comprendre la représentation de l'utilisation de substances chez ces gens-là. Parce qu'au Oui, fond,
Parce qu'au fond, utiliser des substances, c'est pas bien ou c'est pas mal. Puis là, moi, je connais pas du tout ton champ de recherche, mais je t'expliquais que ces gens-là sont particulièrement sensibles au monde, c'est très engagés. J'ai cru comprendre avoir une connaissance parfois très fine du monde qui les entoure. Puis je me dis, ben, une connaissance très fine des enjeux qui entourent l'utilisation de substances, c'est aussi une connaissance fine de c'est la décriminalisation, la légalisation, etc. Ouais. Fait que je me suis dit, comment ils se représentent l'utilisation de substances, en fait? Ouais. Puis, tu sais, Ça serait c'est souvent des intéressant. gens très, très curieux qui aiment explorer des choses qui peuvent avoir une gestion de risque. J'ai une amie qui me fait rire. Elle dit, moi, j'ai la morale élastique. Non, mais bref, il y a des gens qui peuvent avoir une gestion de risque plus élastique, mais tu sais, il ne faut pas généraliser. Mais oui, je partage les mêmes intérêts, questionnements que toi là-dessus. Clairement, je Parfait. pense que l'autoreprésentation serait importante à inclure dans des groupes de discussion, là. Ouais. En tout cas, je serais très intéressée à entendre vos résultats quali dans les années à venir. Donc, il n'y a pas d'autres interventions. Ben, il reste à te remercier vraiment chaleureusement, Julie-Christine. C'était passionnant comme présentation. Vraiment, moi, personnellement, j'ai beaucoup appris et visiblement, les gens dans la salle virtuelle aussi. Donc, un immense merci pour ta contribution.